Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, c'est à Jouy en Josas qu'est né un tissu qui fait encore parler de lui. Découverte du musée de la toile de Jouy. Les bas-reliefs prennent vie grâce aux centaines de petites tesselles de Mathilde Jonquière, artiste mosaïste. La mode est un art que Schiaparelli met à l'honneur dans des collections inspirées du surréalisme. Épatant. Ouvrez l'œil et le bon pour découvrir un savoir-faire au service des artistes avec la fonderie des Cyclopes. Connu sous le pseudonyme de David Stein, il est l'un des faussaires les plus talentueux de sa génération. Né en 1935, il passe sa vie à tenter d'échapper à la justice et à ses créanciers. Picasso, Cocteau ou encore Matisse, Stein copie sans relâche ses artistes contemporains. C'est Chagall qui, en visite à New York en 1966, repère une œuvre signée de son nom qu'il n'a pourtant jamais peinte. Il met alors fin à cette longue supercherie. Cependant, après avoir purgé sa peine, Stein et ses toiles hommages rencontrèrent un franc succès. Motifs, matière, relief, le patchwork se part de 1000 atours pour nous en faire voir de toutes les couleurs. Et dans l'ouvrage du jour, on nous montre qu'il n'est pas que synonyme de dessus de lit bariolé. Toile boujagi coréenne, boubou bamileke camerounais ou encore pointe folle canadienne ici, on fait le tour du globe en version textile et tradition. À travers plus de 230 pièces, la styliste et collectionneuse Catherine Legrand nous en apprend plus sur ce savoir-faire. Un tour du monde en 80 couleurs. On vous l'a dit, le design brouille les frontières et ne se limite plus au cercle très fermé des collectionneurs. Si vous pensiez qu'il était réservé aux chambres et aux salons, détrompez-vous. Arik Lévy pousse la porte des ateliers et donne naissance à la très simplement appelée Toolbox, comprenez boîte à outils en français. D'une légèreté déconcertante, elle est composée de plastique ABS résistant, moulé par injection. Angle adouci et coloris assumés, le designer allie praticité visuelle pour les bricolos de tous âges. Notre musée du jour se trouve dans les Yvelines et il est dédié à un tissu qui a fait le tour du monde, la toile de Jouy. L'impression sur de la toile de coton était une véritable révolution en termes de possibilités et en termes d'utilisation. Avant, on s'habillait avec de la soie, de la laine, du chanvre. C'était soit moins confortable, soit moins facile à entretenir, soit très cher. Scènes de vie, petits personnages, ornements floraux ou encore géométriques, ces divers motifs font la renommée des toiles de Jouy. Originaire d'Inde, l'ouverture des voies maritimes au XVe siècle a permis à ces toiles de coton d'arriver en Europe. Et c'est dans le château de l'Églantine que s'exposent désormais les toiles de coton françaises les plus célèbres, celles créées par Christophe Philippe Oberkampf. La famille d'Oberkampf était une famille d'origine germanique qui maîtrisait la teinture. Oberkampf a été appelé en France par des gens qui s'intéressaient à ces impressions, même si ce n'était pas officiellement autorisé. Et il a eu l'idée de monter sa manufacture parce qu'on sentait que la prohibition allait être levée. Et c'est à la levée de cette prohibition que Oberkampf, qui travaillait au Gobelin, arrive jusqu'à Jouy. Il a suivi la Bièvre à pied et il s'est dit j'ai de l'eau, et quand on imprime et quand on teint, très important d'avoir de l'eau. Et je suis surtout à proximité du château de Versailles, donc j'ai une clientèle possible. Donc c'est à cet endroit-là que je vais m'installer. Et voilà comment Oberkampf est arrivé à Jouy en Josas. Tout juste installé, il crée sa première toile en 1760, et ce, de manière totalement artisanale à la planche de bois. Là, on se trouve devant une œuvre qui s'appelle en fait le Chinois à la brouette. On pense que c'est la première toile imprimée par Oberkampf dans sa petite maison dite du Pont de Pierre. Ce qui aussi caractérise cette toile, c'est d'une part le motif au chinois. Les chinoiseries sont très appréciées au XVIIIe siècle. Et puis aussi ce bleu indigo qu'on retrouvera beaucoup dans les toiles de Jouy et qui faisait partie, je dirais, des couleurs avec la garance qui donnait du rouge et la gaude, donc qui donnait plutôt du jaune. Vraiment les teintures naturelles qu'on utilisait à l'époque dans nos toiles et qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de la manufacture.
Et ses couleurs et ornements sont très appréciés par la cour du roi. En 1783, Louis XVI donne le titre de manufacture royale à la fabrique de toiles de Jouy. Après la Révolution, c'est au tour de Napoléon, grand admirateur du travail d'Oberkampf, de se rendre à Jouy en Josas. Et il a eu ce geste très symbolique en 1806 de dégrafer la Légion d'honneur qui était la sienne, qu'il portait, et il l'a remise à Oberkampf, considérant qu'Oberkampf était plus digne que lui de la porter. Une action hautement symbolique. À l'époque, la Légion d'honneur était surtout une reconnaissance militaire, mais c'est aussi une action politique puisque le secteur d'activité de la toile de coton était dominé à l'époque par les Anglais. Et pourtant, Christophe Philippe Oberkampf en a fait la troisième entreprise française. Oberkampf était un visionnaire dans la manière dont il a pensé le travail, dont il a pensé la structure de son entreprise. Quelqu'un qui avait toujours recours aux meilleurs dessinateurs. Il a fait travailler les plus grands artistes de l'époque pour faire des motifs. Au niveau des teintures, il travaillait avec les plus grands chimistes de l'époque. C'est quelqu'un qui avait une exigence extrême dans ce qu'il voulait obtenir, dans ce qu'il voulait produire. Donc forcément, la qualité, en tout cas à l'époque, surtout proche de Versailles, c'est ce qui payait évidemment le mieux et le plus. En 80 ans de production à la manufacture Oberkampf, ce sont près de 30 000 motifs qui y sont créés, dont seulement 100 toiles mettant en scène des personnages. Pourtant, ce sont ces petites scènes de vie qui restent aujourd'hui comme symbole de la toile de Jouy. Et puis vous avez de temps en temps donc, du coup, des créateurs qui redessinent des motifs qui ne sont pas des motifs qui venaient de nos collections, qui sont vraiment des nouveaux motifs, comme ce qu'on retrouve actuellement dans cette robe qui a été créée par Chloé, qui vraiment illustre à quel point la toile de Jouy reste un patrimoine vivant et dynamique, surtout aussi probablement qui incarne un savoir-faire à la française, un bon goût, une élégance à la française. Et ce savoir-faire a encore de beaux jours devant lui avec le prix de la toile de Jouy remis tous les ans. Une belle façon de mettre l'ancien au goût du jour. Comme des milliers d'étoiles, les carreaux de mosaïque assemblés par Mathilde Jonquière dessinent des constellations vibrantes qui réveillent les intérieurs. C'est une sorte de chorégraphie en fait, la mosaïque et ce qu'on dessine. C'est très organisé, mais c'est aussi tout en sensualité, tout en mouvement. C'est la chorégraphie de la matière. Et j'espère que ça se ressent en fait dans les mosaïques que je crée. Par ce mouvement des matières et ces jeux de reflets, Mathilde Jonquière révèle l'espace. Cette ancienne architecte d'intérieur s'est tournée il y a 25 ans vers la mosaïque, un art méticuleux qu'elle transfigure par son sens du dessin et de la lumière. La préciosité, pour moi, crée une émotion. J'utilise beaucoup de tesselles d'or, jaune, d'or blanc, d'or coloré, pour capter la lumière et pour avoir tous ces contrastes, mat, brillant, opalescent, miroitant. Mon défi, c'est d'accrocher la lumière, en fait. C'est vraiment ça. Émaux de Venise, pâte de verre et tesselles d'or sont un à un rigoureusement taillés et assemblés dans son atelier avec l'aide de ses assistantes. Un travail d'orfèvre pour des œuvres parfois monumentales qui prennent peu à peu forme de la première pierre posée jusqu'au joint de ciment final. Le ciment joint, du coup, on va en essayer un autre, puisque ça fait très nabi. Mais là, ça fait un peu trop rose, à mon avis. Non, on va être dans cela. Effectivement, soit le silver argent, soit le Manhattan. Le ciment joint est extrêmement important dans une mosaïque parce que c'est le liant. Et c'est vrai que comme on conçoit en fait des mosaïques un peu ton sur ton dans des camailleux, il faut qu'ils disparaissent par rapport à la tesselle. Et en fait, pour accentuer le mouvement, il faut vraiment que ce ciment joint soit ton sur ton, fasse partie du camailleux en fait de la tesselle et de la matière. C'est vrai que je suis plutôt dans des mosaïques ton sur ton, dans des camailleux, pour approfondir un peu le premier plan, l'arrière-plan, le micro, la macro, une profondeur. Des œuvres presque en relief que l'ancienne architecte dessine en amont sous forme de maquettes dans les moindres contours et les moindres mesures. On retrouve tout à fait l'architecture dans l'échelle du dessin et dans sa représentation dans l'espace, parce que parfois je fais même une maquette
et j'insère le dessin de mosaïque dans cette maquette. J'ai eu différents styles depuis le début. Je suis passée à une grande abstraction, plutôt un rassemblement de matière. Ensuite, je suis passée au cercle, au rond. Là, je suis plutôt dans le bâtonnet. Maintenant, je suis plus sur des grands formats. Comme au Bon Marché, où Mathilde a réalisé d'impressionnantes fresques qui illustrent avec finesse et gourmandise les différents métiers de bouche du magasin. Là, c'était vraiment tous les gâteaux en fait, de la grande épicerie vus du dessus. Que ce soit la tarte au citron, le Saint-Honoré, le Paris-Brest. Et vraiment de voir tous ces gâteaux vus du dessus dans des couleurs en fait, de la pâtisserie, dans des beiges, dans des couleurs de chocolat et dans les formes très, très organiques et puis aussi très rondes et très généreuses. Et tout le gâteau est construit dans des brillances, avec des tesselles d'or blanc, des miroirs et puis des pattes de verre, des tesselles d'or cuivré, des smaltes. Gâteaux, poissons, truffes et fromages, ces 9 tableaux d'artisans composés avec poésie ont su séduire Aude et Perrine, les architectes en charge de cet ambitieux projet. Ça a été un merveilleux parcours, une merveilleuse rencontre aussi d'architectes et d'artisans. Un travail extrêmement quotidien et extrêmement rapproché, énormément de discussions, d'échanges pour qu'on soit pas trop dans l'illustration, pas trop dans l'abstraction, mais juste au bon niveau. Et moi, je suis friande du travail de Mathilde, de la sensibilité, de la matière, de la matérialité de son travail, de la délicatesse. Enfin, c'est un monde qui s'est ouvert à nous et une vraie découverte. Un bel hommage à cet artiste de la lumière et de l'espace qui explore toujours plus son nouveau territoire de création. Bonjour Mathilde. Bonjour Caterina. Mathilde, après des années en architecture d'intérieur, vous ressentez de plus en plus le besoin de toucher la matière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait toutes mes études en touchant la matière, en dessinant, en faisant des maquettes, en étant... et juste après ces études, il a fallu que je me forme en fait, à l'ordinateur, sur des logiciels. Et là, c'était plus possible. Ce contact à la matière est indispensable en fait pour moi. Et l'échelle, le volume, l'espace, la lumière, il faut que je la ressente. Ça aurait pu être n'importe quelle matière. Ça aurait pu être la céramique, ça aurait pu être la sculpture, ça aurait pu être beaucoup de choses. En fait, la mosaïque, ce qui m'intéressait, c'était surtout la lumière. Parce que dans mes différentes fresques en mosaïque, j'utilise beaucoup de matériaux, des mats, des brillants, des opalescents, des transparents, des miroitants. Et c'est ça, c'est cette lumière que j'essaye de choper, d'éclater, et qui est une émotion, en fait, supplémentaire que de la peinture, que de la céramique. Et on remarque qu'il y a pas mal d'or dans vos créations. Oui. C'est une couleur qui reflète la lumière. Oui, oui, qui la renvoie. Et puis, moi, mon premier choc artistique, ça a été vraiment Klimt, en fait. J'ai eu comme un choc, oui, total. Et puis l'or, c'est ce qui est un peu de précieux. Et j'ai essayé d'utiliser aussi cette aisselle d'or, par exemple, dans du béton, de jouer entre le pauvre, le précieux. C'est vraiment tester cette matière pour la rendre la plus lumineuse possible. J'imagine que malgré tout, vous puisez tous les jours dans votre ancien métier en projetant par exemple la mosaïque dans l'espace. Exactement, c'est exactement ça qui m'intéresse et je connais tout de suite l'échelle du dessin. Et d'ailleurs, ça se voit dans mes dessins qui peuvent être un 10e, un 20e, un 50e. Je fais un dessin et échelle réelle, c'est exactement le même, même si c'est des petites couches d'aquarelle. J'essaye en plus que ces mosaïques révèlent l'espace tout autour. Qu'en fait, que l'espace me serve d'écrin par rapport à cette mosaïque. L'une des particularités de vos mosaïques, c'est qu'elles sont bien sûr en 2 dimensions puisqu'elles sont contre un support plat, mais on a l'impression, de par la différence, les contrastes des matières, le mat, le brillant, qu'elles sont en 3D. J'essaye de les rendre de plus en plus effectivement en volume, même si elles sont en 2D. Et un peu comme de l'art cinétique, donc il y a un premier plan, il y a un arrière-plan, et tout ça, ce sont des jeux de micro, de macro, c'est pour ça que je parle d'art cinétique, et de plus en plus,
cette matière qui est plutôt rigide, même comme le marbre que j'utilise pour des sols, eh ben, j'essaye de le casser. J'essaye d'avoir un flux, d'avoir une fluidité, d'avoir un mouvement. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est vraiment casser cette matière. Et vous parliez de mouvement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a toujours du vivant dans vos mosaïques, que ce soit par un mouvement du vent ou une vague ou une plante. Exactement, oui, parce que je suis très sensible effectivement à la nature. Et c'est vrai que ce flux m'intéresse beaucoup, que ce soit dans l'eau, que ce soit effectivement dans le vent, c'est-à-dire au niveau du feuillage. Et voilà, il faut qu'il y ait comme une risée. La transmission semble être très importante pour vous, mais également de garder la mainmise avec la matière, d'y être personnellement. Ah ouais, tout à fait. Parce que vous pourriez peut-être déléguer certaines choses, mais si vous le faites certainement. Oui, mais si j'ai quitté l'architecture d'intérieur, les ordinateurs, c'est pour pas refaire sous-traiter en fait. Il faut que je sois un petit peu logique dans mon process. Effectivement, je pourrais aussi augmenter mes équipes, ne faire que du commercial, mais vraiment l'atelier, j'y suis bien. Et quand on collabore, il y a plus d'échanges et il y a plus de richesse. Qu'est-ce que vous transmettez? La rigueur, la sensibilité, le dessin, la concentration aussi, une histoire d'engagement de la matière en fait, et puis la sincérité. C'est vrai que les mosaïstes qui passent dans mon atelier doivent tout donner et être sincères. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Zoom sur les tenues sorties tout droit de l'esprit flamboyant de la maison Schiaparelli, mêlant art, rêve et démesure. André Breton définissait le mouvement surréaliste comme le refus des constructions logiques de l'esprit au profit de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve et de la révolte. Schiaparelli, c'est la rencontre entre la mode et cet univers onirique où l'habit porte une charge émotionnelle et intuitive visant à libérer les corps et les esprits. C'est dans les années 20 qu'Elsa Schiaparelli établit sa maison de couture. Proche des artistes surréalistes et rivale de Chanel, elle s'oppose à la mode commerciale et s'illustre par des pièces artistiques imaginées avec Dali, comme cette robe squelette, ces impressions déchirées qui rappellent un tableau du peintre, ou encore ce chapeau chaussure. Fermée en 1954, la maison rouvre dans les années 2010. L'Américain Daniel Roseberry prend ses rênes en 2019 et fait renaître son esprit subversif avec des collections qui font la part belle à l'imaginaire et offrent une réflexion sur le rôle de la haute couture au XXIe siècle. Pour lui, il s'agit d'abord d'un rapport intime entre le vêtement et le corps. Il en étudie les volumes, sublime ses contours par des jeux de broderie et magnifie les bustes à la manière d'armure. On reconnaît dans son travail l'esprit d'Elsa Schiaparelli, une base de vêtements simples comme des robes droites ou des manteaux, magnifiés par des éléments figuratifs toujours plus extrêmes. Des boutons imposants, des roses volumineuses qui rappellent cette pièce brodée du trait de Jean Cocteau, ou la figure de l'œil, un motif récurrent dans l'œuvre de Magritte ou de Man Ray. Les vêtements restent fonctionnels dans leur forme et dans leur construction, mais une fois décorés, ils deviennent comme le prolongement fantaisiste de l'anatomie humaine, passerelle entre le rêve et le réel. Sous sa direction, la maison n'a jamais paru aussi moderne. Il injecte à ses collections une dose d'humour et de mystère, ose les allégories les plus folles et explore les passions alchimistes du mouvement surréaliste en transformant le pain en or et en enveloppant ses modèles de sequins. À
Alors l'esprit d'Elsa Schiaparelli renaît mieux que jamais dans son époque et crée sur les tapis rouges de grands moments de mode. Comme quoi une marque presque centenaire passe haut la main l'épreuve du temps lorsqu'elle fait appel aux forces de l'inconscient créatif plutôt qu'à celles des tendances, et peut continuer de s'épanouir sans limite dans son propre espace-temps. Métal en fusion, gestes précis et savoir-faire artistique. Bienvenue dans la fonderie des Cyclopes pour qui la matière n'a plus de secret. On sait interpréter le travail d'un autre, mais on ne saurait pas créer nos propres œuvres. On se met au service de nos clients, de nos artistes. Ils nous confient leur création artistique, ce qui est quand même leur intimité la plus profonde, et à nous d'interpréter et de le sortir le plus beau possible. Donc c'est une grosse responsabilité pour nous. Il est un atelier classé entreprise du patrimoine vivant qui met son savoir-faire au service d'artistes sculpteurs depuis 1997. Cet atelier, c'est la fonderie d'art des Cyclopes. Fondée par Frédéric Michel et son ami d'enfance, d'abord en Lorraine puis à Bordeaux, la fonderie des Cyclopes manie le laiton, l'aluminium et surtout le bronze. Dans une fonderie, plusieurs savoir-faire cohabitent car plusieurs étapes bien distinctes sont nécessaires pour créer une œuvre en bronze. Souvent en terre ou en bois, c'est l'original déposé par l'artiste qui est le point de départ de toute une succession de gestes. D'abord, on va faire un moule en élastomère silicone autour de l'original. L'élastomère silicone, c'est un matériau souple, élastique. Donc on applique cette pâte à la surface du modèle. Cette pâte réticule, on va pouvoir démouler n'importe quelle forme de pièce, quelle que soit sa complexité. Une fois que le moule en élastomère est terminé, alors on le rigidifie autour avec des chapes en plâtre ou en résine pour que le côté élastique du matériau élastomère ne fasse pas que le moule se déforme quand on le manipule. On le remplit de cire et on fait une couche de 4 à 5 mm de cire. Un peu comme le pâtissier va faire, le pâtissier va faire ses œufs pour Pâques en chocolat. Après un temps de séchage, les différentes parties de la pièce en cire sont assemblées et retouchées afin qu'aucune impureté ou défaut ne vienne gêner les étapes suivantes. On enrobe ce modèle en cire dans du plâtre réfractaire, donc qui tient à haute température, et on le met dans une étuve. Cette étuve va monter à 800 degrés et toute la cire va brûler. Quand toute la cire est partie, on a donc le modèle en cire qui a disparu et la forme, il a laissé l'empreinte à l'intérieur du plâtre. Et c'est alors que vient la partie la plus impressionnante, la coulée. Avant de couler, on se pose un peu, un quart d'heure, on se détend, on se concentre, on se prépare à ce moment-là, qui est très rapide. Et aussi, il faut savoir que quand on coule le métal, il faut remplir le moule d'un jet. Si d'aventure, on n'avait pas assez de métal dans le récipient, qui s'appelle une poche, qui permet de transférer le métal du four jusque dans le moule, eh bien la pièce serait partielle. Donc on coulerait le métal, on remplirait à moitié l'œuvre, le temps d'aller rechercher du métal et re-remplir, le métal se serait déjà solidifié dans le moule et la pièce serait coupée en deux, voire ne sortirait pas du tout. Donc il y a des enjeux de sécurité, des enjeux aussi de qualité, de réussite de notre travail. Tout se joue à ce moment-là, c'est vraiment le coup de dé à ce moment-là. C'est-à-dire que si on rate cette étape-là, tout le travail en amont, je sais pas, un bison comme ça, c'est peut-être 3-4 mois de travail en amont, on ne peut pas se permettre de rater une œuvre comme ça, c'est tellement de travail. Des enjeux encore plus importants lorsqu'il s'agit d'une pièce monumentale qui est travaillée comme un puzzle. Les petites pièces, on les coule d'un jet. Quand ce sont des pièces énormes, il faut savoir qu'une sculpture en bronze, c'est toujours creux. 1 litre de bronze, c'est à peu près 10 kg. On imagine bien que si un cheval de 5 mètres de haut était plein, il pèserait 200 tonnes. Ça serait un non-sens économique, technique, et on ne pourrait pas le manipuler. Donc on fait des pièces creuses. Comme il s'agit de pièces creuses, dès qu'on a une pièce un peu importante, finalement, on va couler des plaques et on va ressouder les plaques les unes aux autres, bord à bord, et construire l'œuvre petit morceau par petit morceau. 24 heures après la coulée, le moule en plâtre sera cassé et la pièce sablée pour pouvoir passer entre les mains du ciseleur qui va utiliser toute une myriade d'outils pour appliquer ses finitions. Et enfin, l'ultime étape qui vient sublimer des semaines et des mois de travail, la patine.
on chauffe la pièce avec un chalumeau et on applique des produits chimiques, c'est ce qu'on appelle la patine. Le bronze, lui, en fonction des produits qu'on va utiliser, va développer telle ou telle couleur, et du vert, et du noir, et du rouge, et du jaune. Je fais quasiment systématiquement les patines avec l'artiste, parce que la patine, c'est pas simplement une mise en couleur, c'est mettre des réaux sur certaines parties, c'est créer un univers de couleurs et d'émotions. Donc il est là, il est présent, il me dit un peu plus, un peu moins. De multiples savoir-faire au service de l'art, où chaque artisan apporte sa pierre à l'édifice et où de concert, ils s'accordent à donner vie à l'imaginaire des artistes qui leur font confiance. Notre numéro spécial Artisanat d'art est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!